Coucou tout le monde, je continue la vidéo, celle que vous avez vue précédemment. Comme elle était trop longue, j'ai décidé d'en faire une deuxième avec les livres poche d'occasion, mais plus récents cette fois-ci que dans la vidéo précédente. Et j'ai changé de fond, vous voyez comment c'est beau avec le feu de cheminée. Donc c'est pour ça que j'ai changé aussi d'emplacement. Je me dis autant d'en profiter pendant qu'on l'a mise en route la journée. La journée, il y a plus de luminosité et c'est génial, c'est beau. Allons-y. Ah, il n'y a pas que des poches, il y a aussi semi-broché, je crois, ou semi-poche, on peut appeler ça. Donc, pareil, j'ai pas décollé encore les étiquettes. J'ai pris le livre de Tatiana Doronet à 99 centimes au format poche qui s'appelle À l'encre russe. Voilà. Qui est en très bon état, j'ai envie de vous dire, pour l'occasion. Donc, livre de poche. Nous avons ici à peu près 400 pages. Donc, l'enveloppe a valu au jeune romancier Nicolas Colt un succès international et une notoriété dans laquelle il tend à se complaire. C'est en découvrant la véritable identité de son père et en fouillant jusqu'en Russie dans l'histoire de ses ancêtres qu'il a trouvé la trame de son premier livre. Depuis, il peine à fournir un autre best-seller à son éditrice. 3 jours dans un hôtel de luxe sur la côte toscane, en compagnie de la jolie Malvina, devrait l'aider à prendre de la distance avec ses fans. Un week-end tumultueux durant lequel sa vie va basculer. Donc ici, nous avons un avis de Delphine Perra à l'Express. Donc chez l'Express, la romancière multiplie les clins d'œil sur le monde de l'édition et ses requins, sur le miroir aux alouettes d'une notoriété vertigineuse dont elle n'est pas dupe. Et puis questionne de femme, une belle réflexion sur l'identité et sur l'écriture. Un roman à tiroir marqué, comme très souvent chez Tatiana Doronet. Palpitant. Voilà, désolée, je commence à me précipiter parce que il y a un peu de bruit qui m'énerve des gens autour. Donc après, j'ai pris Glenn Cooper. Glenn Cooper, il me semble que j'ai déjà un de ses bouquins. Je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est quelque chose sur les damnés. Et puis là, c'est La prophétie des papes. J'espère juste que ça ne fait pas partie d'une des sagas, ou au moins que ça fasse le premier tome. Donc c'est un thriller, selon la prophétie, le 112e pape serait le dernier. Donc aux éditions Pocket. Et nous avons ici à peu près pas loin de 500 pages. Donc voici comment ça se présente. Rome 1139. Malachie, évêque du Down, se prépare à être le témoin d'une rare convergence d'événements célestes. De son observation, il tirera la prophétie des papes, prédisant la fin de l'Église. 2013. Le conclave doit élire le 112e pape. D'après la prophétie, ce sera le dernier. Au même moment, une découverte dans les catacombes de San Calixte inquiète le Vatican. Elisabetta, archéologue, entrée dans les ordres, est chargée de découvrir l'origine de ces énigmatiques représentations astrologiques et de ces squelettes d'hommes pourvus d'étranges difformités. Aussi très sympa. Donc ici nous avons avis de L'amour des livres, entremêlant références historiques et éléments d'actualité. Le nouvel opus de Glenn Cooper se place dans la droite ligne du palpitant d'Avancy Code. Ah oui, c'est sympa, franchement, moi j'adore quand c'est l'histoire est mêlée à la modernité, enfin à la vie actuelle. Également chez Pocket, donc le livre des morts, le livre des âmes et le testament des Templiers. J'espère que ça ne fait pas partie de ces livres-là, ou peut-être, on ne sait jamais. Je vais voir ça, je vais me renseigner. Donc Viviane Moore, Le souffleur des cendres, pareil à 99 centimes. Ces livres-là qui sont un peu plus récents, ils sont quasiment en parfait état. Hein. Donc ça c'est la collection des grands détectives, éditions 10-18. Super jolie couverture qui nous appelle à l'acheter. Et nous sommes ici à peu près 380 pages, je crois, enfin près de 400 pages en fait, voilà. Paris, hiver 1587. La glace a figé les eaux de la Seine, les miséreux envahissent les rues. Au Louvre, le premier valet du roi trouve sur la table de chevet d'Henri III une figurine d'Oxyre percée d'aiguilles et une bougie d'envoûtement. Le jeune commissaire Jean Dumoncel devra mener l'enquête au plus près du pouvoir, mais surtout découvrira une nouvelle facette de cet art étrange qu'est l'alchimie. Une fois de plus, sorcellerie et médecine se côtoient. Le passé et le présent se mêlent, séparant Jean de son amante, la mystérieuse Sibylle.
disparu sans laisser de traces dans le dédale de la cour des miracles. Inédit. Écoutez, on verra. En tout cas, ça a l'air super sympa. Bon, on va rester dans l'histoire et après, ça sera quelque chose d'un peu plus récent, je pense. Et oui, non, parce qu'il y a, ça sera aussi des semi-brochés, semi-poches. Il y aura encore un peu d'histoire. Je sais même pas si c'est... On s'en fout que ce soit le format poche ou semi... Bon, tout est mélangé de toute façon. Hein. C'est pas très grave. Je vais pas les diviser. Bon, j'arrive pas à enlever cette foutue étiquette. Les 8 perdus. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc 99 centimes. City Poche. C'est les éditions City Poche. Je connais pas du tout. Et c'est écrit archi petit quand même. Hein. Le police, il est trop petit, je trouve. Ça va pas être confortable pour les yeux, mais bon, un peu plus de 500 pages. Auteur de l'héritage de Vinci. L'héritage sacré, celui-ci, donc un thriller que vous n'oublierez pas. Alors, célèbre historien de l'art, Zoé Ridgway, est enlevé en pleine rue. Au même moment, un collectionneur trouve la mort dans l'explosion de sa maison. Y aurait-il un lien entre ces deux affaires? Face à l'inertie de la police, le mari de Zoé cherche des réponses. Et il découvre que le collectionneur dissimulait de nombreux secrets et un véritable trésor, en ligne seule, plus précieux encore que le sensuaire. C'est très... Il y a des connards qui sont venus, qui ont klaxonné, enfin bon, tu t'installes, tu vois. C'était trop leak, si... C'est trop leak, si elle était vraie, pour... Putain, et je commence à me précipiter, je fais que des fautes. Va boire un verre d'eau. J'en ai marre. C'est de n'importe quoi. Dans ce joli cadre, là. Cette relique, si elle était vraie, prouverait en effet l'existence d'un autre messie dont le Vatican a toujours nié l'existence. Pour sauver sa femme, Cesse Ridgway affronte les forces d'une conspiration séculaire. Deux puissants ennemis qui ne reculent devant rien pour préserver leurs secrets. Ah, c'est aussi sympa. Donc l'héritage sacré est écrit comme devrait l'être. Tous les bons romans, un thriller que vous n'oublierez pas de sitôt. Donc Clive Cussler, je crois que c'est aussi quelqu'un d'assez connu. Alors, ensuite, on reste toujours dans les poches. J'ai arrêté de faire la sélection entre histoire et moderne parce que de toute façon, c'est un peu mélangé. Ça a commencé à être mélangé dès le départ, donc ça sert à rien maintenant de faire des parties séparées. La Dacia, ah c'est dingue, j'avais pas vu ça. Je sais pas si ça va se voir, mais en fait, oh là, ça fait tout bizarre. On dirait que ça bouge. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est pas comme si c'était juste la brillance. C'est bizarre. Enfin, ça fait un effet doublon. Vous voyez, je pense que c'est à cause de contour qui est fait. Le contour, il est sur brillance et puis là, le titre, il est mat. Et du coup, ça fait cet effet-là. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Je le verrai qu'au montage. Donc, Agnès Martin-Lougan, La Dacia, on entend parler tout le temps sur YouTube et c'est ça qui me repoussait en fait de connaître cette autrice. Mais bon, je suis tombée quand même sous le charme. Il est en super bon état, c'est un roman aux éditions Pocket qui n'est pas très gros, hein, qui doit avoir 400 pages je pense, même pas. On n'est pas loin de 400 pages. La Dacia en russe ça veut dire, je sais pas si ça a un lien, ça veut dire une maison, une seconde... Comment on appelle ça? Merci. Résidence secondaire, maison secondaire, enfin là où vous vivez pas, mais où vous venez passer uniquement vos vacances ou vos week-ends. Enfin. Et en général en Russie, bon maintenant c'est peut-être un peu plus différent, mais avant c'était plutôt, vous veniez surtout pour y bosser, donc c'est-à-dire vous passez votre été, mais vous êtes en train de travailler votre potager, vous faites des travaux, machin truc, donc c'était plutôt pour ça en fait. L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve dont je n'aurais même pas soupçonné l'existence. L'hôtel en lui-même était imposant, majestueux. Les pierres, les grands volets, les immenses platanes, tout autour de la cour, la fontaine couverte de mousse qui lui conférait un aspect féerique. Je ne tiendrais pas de jour, je n'étais pas à ma place. Devais-je fuir immédiatement, retrouver ma vie d'errance dont je connaissais les codes, où je savais comment survivre, ou bien rester et tenter ma chance dans ce monde inconnu, étranger, mais qui exerçait sur moi une attraction aussi soudaine qu'incontrôlable. Et si le pouvoir d'un lieu était d'écrire,
votre histoire. Donc, on a ici Avis de lire, une romancière qui aime réparer les vivants. Et ensuite, Le Parisien week-end, donc Agnès Martin-Lugan, parle avec tant de justesse et de succès de reconstruction. Voilà. Donc, écoutez, on verra, je suis un peu perplexe. Puis, un autre livre qui m'a beaucoup plu. Bon, je vous avoue que Agnès Martin-Lugan, je suis tombée sous le charme parce que tout le monde en parle, j'avais envie de découvrir. Et puis voir, est-ce que c'est un lien avec la Russie. Enfin bon, en Russie, le nom d'Atcha. Bon, celui-ci, il était à 1,99 €. C'est un livre de Naomi Novik. Novik. La fileuse d'argent. Aux éditions Gélou. J'adore cette couverture, elle est trop belle. Et là, c'est vraiment, avec le temps, ça passe parfaitement bien. On est un peu plus de 105 pages ici. Ah, celle qui... Ben... Il y a un autre livre derrière, là, Déraciné, c'est à peu près dans le même style. Bon, là, c'est la petite bande qui était dedans. Alors, si je pouvais vous lire quatrième de couverture, ça serait génial, parce que ici, il y a un antivol, tiens. C'est bon, c'est enlevé. Donc, elle a reçu prix Locus en 2019 pour meilleur roman de fantasy. Donc, née à New York en 1973, Naomi Novik a travaillé dans le jeu vidéo. Ah bah tiens. Avant de devenir écrivain à plein temps. Elle a connu le succès avec la série Téméraire et son inoubliable roman Déraciné. Voilà, Déraciné, j'ai déjà entendu parler, mais est-ce que c'est Déraciné ou Les Déracinés? Je sais pas, est-ce que c'est elle ou... Bon, enfin bon, je vais pas porter la confusion. Donc, déterminée à sauver sa famille du naufrage financier, Myriam reprend avec succès l'activité de prêteur de son père. Mais elle attire rapidement l'attention du roi des Stariks. Une créature effroyable qui exige d'elle l'impossible. Wanda, fille de ferme, miséreuse, aux prises avec un père violent et alcoolique, lutte pour sa survie et celle de ses deux frères. Et quoi qu'elle vive dans les ors du château, Irina connaît un sort à peine plus enviable. Son père, le duc, entend la marier sous peu à un homme connu pour son extrême cruauté. 3 femmes, 3 destins mêlés, dans le blizzard surnaturel d'un hiver qui menace de geler toute vie sur son passage. Waouh! Eh ben, on est resté quand même sur la Russie, hein, j'ai envie de vous dire, hein, c'est déjà Datcha, vous voyez, si ça va faire partie, j'en sais pas, et puis l'encre russe de Tatiana Doroné, ben, je sais pas ce qui m'a pris, plus les contes que vous avez découverts dans la vidéo précédente, enfin bon, voilà. Puis j'ai pris Sébastien Spitzer, Les rêves qu'on piétine. 99 centimes aussi, pas cher. Mais ces étiquettes, c'est vraiment chiant, hein, j'ai envie de vous dire, ça s'enlève pas du tout. Hein. Ça cache les bouquins. Prix de lecteur... Ah, celui-ci, on peut l'enlever, c'est génial. Prix des lecteurs, sélection 2019, ça s'enlève ce macaron. En très bon état, hein. Franchement, impeccable. On n'est pas loin de 400 pages. Donc, à la fin du mois d'avril 1945, Berlin est assiégée. La femme la plus puissante du Troisième Reich... Reich ou Reich? Reich. Reich. Le Troisième Reich. Merci. La femme la plus puissante du Troisième Reich se terre avec ses 6 enfants dans le dernier refuge des dignitaires de l'Allemagne nazie. L'ambitieuse s'est hissée jusqu'aux plus hautes marches du pouvoir sans jamais se retourner sur ceux qu'elle a sacrifiés. Aux dernières heures du funeste régime, Magda s'enfonce dans l'abîme avec ses secrets. Au même moment, parmi les colonnes des survivants, J'arrive pas à lire. Eh bien, je pense que tu fais une pause. On va voir un verre d'eau. Non mais je vais terminer, il m'en Non, reste 3 mais livres. tu accroches tous les mots. Tu vas passer plus de temps à faire du montage pour couper, ainsi de suite, parce que tu as raccroché tous les mots. Ah, ça c'est clair. Bah voilà. Non, attends. Au même moment, parmi les colonnes des survivants de l'enfer des camps, marche une enfant frêle et silencieuse. Ava est la dépositaire d'une tragique mémoire. Dans un rouleau, elle tient cachées les lettres d'un père. Richard Friedlander, raflé parmi les premiers juifs, fut condamné par la folie d'un homme et le silence d'une femme, sa fille. Elle aurait pu le sauver. Elle s'appelle Magda Goebbels.
Ça a l'air sympa, mais je pense que ça va être bouleversant comme histoire. Donc c'est passionnant et c'est glaçant. Donc Sabine Delanglade de Les Échos. Et puis on a un autre avis de Leila Slimani, Le Monde des Livres. Donc la vérité des personnages nous saisit. On tourne les pages, tendues par un véritable suspense. Et on sort du livre le souffle court. Et je pense que ça va être une très très triste histoire. Mais enfin bon, moi j'aime beaucoup les livres sur la guerre. Mais bon, ça reste après... ça reste longtemps dans la tête et des fois dans le cœur. Alors voilà, il ne reste plus que 3 livres. Bon, alors le livre de Cari Santos, je crois que c'est une espagnole. Moi je suis pas trop lecture espagnole. Peut-être c'est une portugaise, j'en sais rien. Mais pas trop parce que j'accroche pas trop en fait avec les auteurs, hein. Pas que je n'aime pas, mais c'est que j'en ai trouvé aucun qui m'accroche pour le moment. Et peut-être que ça sera le cas pour celui-ci, j'en sais rien. Donc, Je sais pas comment on prononce son nom. Cara Santos? Cara Santos? Cara? Ah, Carré Santos. Carré Santos peut-être. Mais carré ça fait bizarre en français, mais enfin bon. Derrière les portes closes. Voilà. Donc, ici c'est des éditions, comment? Ah bah c'est France Loisirs, c'est pour ça que je me dis c'est bizarre, c'est pas... Celui-ci il est un peu jauni quand même par le temps, et il a beaucoup de pages, 628, traduit de l'espagnol par Roland Fay, donc oui c'est de l'espagnol, on verra bien si je vais faire la paix avec les auteurs espagnols, enfin j'ai pas fait de la guerre non plus avec eux, mais je veux dire, je n'ai pas encore accroché. Une lettre énigmatique, un cadavre derrière une porte condamnée, et c'est toute l'histoire familiale de Violetta qui est remise en question. Violetta quitte Chicago pour se rendre à Barcelone. La grande demeure où ont vécu ses grands-parents doit être entièrement restaurée. Or, juste avant son arrivée, la jeune femme reçoit une étrange lettre. Une Italienne l'invite à lui rendre visite dans la région de Com car elle a d'incroyables révélations à lui faire sur sa famille. Mais dans la maison de Barcelone, en plein de travaux, un technicien fait une macabre découverte. Derrière une porte scellée, un placard renferme un corps momifié. Qui est-ce qui l'y a caché? Ce mystère trouverait-il une réponse en Italie? Je rigole parce que j'en ai marre en fait d'accrocher le texte. Pour Violetta, sa famille ne forme plus qu'une incroyable énigme. Écoutez, je pense que ça va me plaire, hein. Donc c'est parce que j'ai lu naturellement le résumé avant d'acheter les bouquins, hein. Moi, j'aime pas acheter sans lire ce qu'il y a derrière. Ce que j'adore par contre déjà, c'est qu'il y a le police qui change à chaque fois. Et ça, moi, j'aime bien. La police? Attends, je disais tout le temps la police et après j'ai changé pour le police parce que je me dis ça se dit pas la police, c'est la police, voilà. Mais c'est la police en fait. Ce que j'adore, c'est que la police, elle change tout le temps, j'adore. Parce que ça veut dire que soit c'est des pensées, soit c'est on revient dans le passé, soit c'est plutôt dans le présent, soit c'est un truc qui invente. Enfin bon, ce que j'aime, c'est que ça vous fait des petites divisions comme ça dans le bouquin, c'est assez sympathique. Désolée pour mes accents, pour mon accent, bon, vous êtes déjà habitué, mais pour les articles, je me trompe tout le temps. Parce que je n'ai toujours pas l'habitude de placer les là et le où il le faut. Bon, ici nous avons un classique, donc John Galsworthy. La fleur sombre. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui avec les fleurs. Il y en a des fleurs aussi, hein, fleurs du mal et tout ça. Donc Harmonia Mundi. Je connais pas du tout cette collection de livres aux éditions Micros Lobe. Je crois que c'est ça. Édition de l'Aube. Micros. Micros, c'est peut-être la collection. J'en sais rien. Donc il est en très très bon état. Nous sommes ici à peu près à 340 pages, donc en Angleterre, à la fin du règne de la reine Victoria, le sculpteur Mark Lennon est un homme romantique et excessif qui toute sa vie sera attiré par des femmes inaccessibles, interdites. Après Anna, la femme de son vieux professeur d'Oxford, c'est Olive, mariée à un homme déplaisant et jaloux qui enflamme son cœur et ses sens. Quelques années plus tard, homme mûr et heureusement marié, Mark se laisse troubler par Nell, la fille d'un de ses amis. Alors qu'un monde est sur le point de disparaître, John Galsworthy raconte avec sensibilité 30 ans de la vie d'un homme marqué par la fleur sombre de la passion amoureuse. Waouh! Je pense que ça va être un petit Don Juan, on va parler de lui en fait, ça va être sympa. Donc ici, nous avons un avis de Sud Radio Galsworthy, attention, une fois que vous êtes dedans, vous ne le lâchez pas.
Avis de Gérard Collard. Écoutez, bah, si c'est comme ça, j'adore. Moi, j'adore les livres. On a du mal à les lâcher, quoi. Et donc ici, un petit peu de John Galsworthy, né en 1867, décédé en 1933, ami de Joseph Conrad, est l'auteur de nombreux romans qui constituent une vaste fresque de la haute société britannique comme la dynastie des Forsyth. Son œuvre a été récompensée par le prix Nobel de la littérature en 1932. C'est vraiment dommage quand les gens deviennent célèbres à leur mort ou juste avant de mourir. C'est pas très gai, hein. Ils reçoivent des récompenses, bien évidemment. Donc, on a le dernier livre, 99 centimes. Pareil, l'étiquette qui se décolle mal. Bon, ça, je m'en occuperai après, hein. Sous la direction de Jean-Christophe Buisson et Jean Sévillia, Les derniers jours des reines, aux éditions Perrin. Perrin, Le Figaro Histoire, Perrin. Je connais pas non plus ces éditions, mais le livre il est en super bon état, il est comme neuf, hein, même on peut dire neuf. Il est à 400 pages à peu près, enfin 398. Voilà. Donc, comment sont mortes les souveraines les plus célèbres de l'histoire? Du suicide de Cléopâtre au dramatique accident d'Astrid de Belgique en passant par la décapitation de Marie Stuart et de Marie-Antoinette, l'assassinat d'Agrippine, de Sicile, d'Alexandra de Russie ou l'agonie édifiante de Catherine de Médicis, Anne d'Autriche, Catherine II, la reine Victoria ou l'impératrice Eugénie, les meilleurs historiens et écrivains d'histoire racontent leurs derniers jours dans des textes incisifs où la limpidité du récit s'appuie sur des enquêtes puisées aux meilleures sources. Toujours tragiques, souvent brutales, parfois spectaculaires, inattendues ou interminables, leurs fins se ressemblent par une même dignité, une civilité monarchique de l'adieu, exaltée par la conscience que ces reines avaient de leur rang et leur volonté commune d'édifier la postérité après avoir marqué leur temps. Comme si toutes se retrouvaient dans la fière devise de Marie Stuart, un enfant et mon mécontentement. Une fresque du pouvoir suprême au féminin, de l'Antiquité au XXe siècle. C'est ainsi que Jean-Christophe Buisson et Jean Sévillia définissent cet ouvrage collectif de prestige qu'ils ont dirigé et qui fera date autant par ses qualités littéraires que par le regard innovant qu'il porte sur les ultimes instants de ces femmes dont les règnes ont changé le monde à tout jamais. Franchement, je pense que ça va être super intéressant parce que moi j'adore tout ce qui est histoire et surtout les reines. Et donc là, je suppose qu'on va découvrir toutes ces reines qui sont là affichées. Donc Cléopâtre, Agrippine, Bruno, Aénor d'Aquitaine, Isabelle la catholique, Marie Stuart, Catherine de Médicis, Anne d'Autriche, Christine de Suède, Marie-Thérèse d'Autriche, Marie-Antoinette, Catherine II de Russie, Joséphine de Beauharnais, Elisabeth d'Autriche, Victoria, Draga Obrenovitch, je pense ça se dit comme ça, Alexandra Feodorovna, Eugénie de Montijo, Charlotte de Belgique et Astrid. Il y en a des reines, hein, pas mal. Voilà, on a fait le tour de tous les livres et je vous dis ce qui me manque à l'appel et peut-être que je m'en achèterai ça un autre jour. Donc, j'avais commandé aussi Dame numéro 13. Je ne saurais pas vous dire le résumé. Et je saurais même pas vous dire l'auteur parce que c'est pas marqué, mais en tout cas le livre m'avait plu quand j'avais lu le résumé. Et puis il y avait un livre de Tatiana de René encore, donc elle s'appelait Sarah. Puis il y avait un livre, je ne saurais pas vous dire non plus l'auteur, Entre mes mains, le bonheur se faufile, c'est un roman. Parce que tout n'est pas marqué en fait dans ma facture. Puis La règle de 4. Pareil, je ne connais pas l'auteur. Et puis le Horla et autres récits fantastiques. Ça c'était un... Le Horla, c'est pas Kafka? Non. Non, c'est. Baudelaire? Non. Zweig. Merde, c'est qui l'or là? Attends, je l'ai. Plus jeune. Guy de Maupassant. C'est un Guy de Maupassant. Je voulais le lire parce que je connais pas encore Guy de Maupassant, mais bon, je vais le découvrir par rapport à un autre petit livre que j'ai déjà en ma possession, donc c'est pas très grave. Voilà, on verra déjà si j'aime beaucoup l'écriture ou pas, ou j'aime pas du tout. Enfin, et après, je verrai si j'achète le Horla. Mais ça serait pas mal de lire des classiques et puis
des récits des auteurs connus et des romans. Voilà, donc sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Ma vidéo arrive à sa fin. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!